Shaul Shmoukler, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler d'un sujet qui n'est pas aujourd'hui d'actualité, mais qui aurait pu l'être et qui devrait l'être dans l'absolu et qui peut-être va l'être effectivement au lendemain des élections, surtout si on doit faire face à un nouveau plan de paix américain qui se profile à l'horizon. Et il s'agit d'un sujet qui vous préoccupe depuis de nombreuses années et on peut le redéfinir comme le statut des territoires et en particulier de ce que l'on appelle la ligne verte, cette fameuse ligne qui sépare le territoire, on va dire, souverain de l'État d'Israël, de la Judée et de la Samarie, qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas été annexés à l'État d'Israël et qui, de facto, donc, forment cette frontière entre ce que l'on appelle communément les territoires, alors qu'ils soient occupés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient disputés, et le territoire souverain de l'État d'Israël. Alors, pour vous, après avoir travaillé, planché pendant de nombreuses années là-dessus, vous êtes parvenu à la conclusion qu'en droit international, si l'on devait se référer uniquement au droit international, eh bien, il n'y a aucun statut particulier à ces territoires et la ligne verte, cette ligne verte n'a pas lieu d'être, elle n'a pas de statut particulier, elle ne reflète aucun changement de frontière entre l'État d'Israël et d'autres territoires. Tout à fait. Cette ligne verte, il faut connaître son histoire pour pouvoir... Alors c'est ça, on va faire un rappel historique parce que c'est important de replacer vos recherches dans un contexte historique. Très bien. Vous avez utilisé le terme annexé. Et il faut différencier une annexion d'un territoire avec l'exercice d'une souveraineté. Oui. On annexe un territoire qui ne nous appartient pas. Si jamais le territoire nous appartient, on n'annexe pas. On n'a pas besoin de l'annexer et on exerce tout simplement sa souveraineté. C'est la différence entre, en hébreu, sipoar et achalat ribonut. Oui. Donc, si jamais le territoire nous appartient, si par exemple, je viens chez vous, je vous prends l'horloge de votre grand-père, oui, qui est sertie de diamants et qui coûte très cher, je vais le prendre. Quelque chose de chez vous va être chez moi. Ça ne veut pas dire que vous avez abandonné votre titre de propriété. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, pour comprendre tous les enjeux locaux, il faut connaître un petit peu l'histoire. Et l'histoire, il faut connaître deux choses. Il faut savoir ce que c'est les droits internationaux, puis il faut connaître le droit international de cette région spécifique. C'est ça. Alors essayons d'être concis, de définir le droit qui a régné, on va dire, au cours des 100 dernières années sur ces territoires de Judée et de Samarie. Ce que l'on sait, et que lorsqu'on se penche un petit peu là-dessus, sur ce dossier, c'est qu'il n'y a jamais eu de souveraineté d'aucune forme sur ces territoires en Judée et Samarie. Est-ce que je me trompe ? Alors, il faut reprendre à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que avant la Première Guerre mondiale, entre 1517 et 1917, oui, de manière tout à fait légale, tout ce territoire-là appartenait à l'Empire turc. Ça, c'est tout, on va dire tout ce qu'on appelle la Palestine, qui est devenue la Palestine mandataire et qui est la terre d'Israël. Voilà, et donc on va voir le territoire qui était sous souveraineté d'Israël entre 48 et 67, la bande de Gaza, Jérusalem, ainsi que la Jordanie et la Syrie. Non, la bande de Gaza, pas entre 48 et 67. Entre 48 et 67, il y avait la bande de Gaza. La bande de Gaza fait partie de la même entité territoriale. Que la Judée et la Samarie. Que la Judée et la Samarie, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit international, vous avez un titre et vous ne pouvez pas, si jamais vous ne renoncez pas à ce titre-là, on ne peut pas venir et vous le prendre. Oui. Par exemple, lorsqu'il y a eu les accords à la fin de la Première Guerre mondiale entre les Alliés et la Turquie, entre l'Empire turc. Okay. Il y a eu ce qu'on appelle le traité de Sèvres, puis le traité de Lausanne, où les Turcs ont renoncé à leur droit de propriété sur ce territoire-là. Si jamais les Turcs n'avaient pas accepté de renoncer à leur droit de propriété, personne ne peut venir et leur prendre. Si on leur prend, on prend quelque chose qui leur appartient. Okay. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, les puissances se sont arrogé le droit, en termes de droit international, de manière tout à fait légale, d'attribuer normalement aux populations autochtones sous la forme d'un mandat. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie et en Mésopotamie, qui est appelé après l'Irak. Et en Palestine, ils ont décidé d'attribuer au peuple juif l'autorité politique sur ce territoire. C'est la déclaration Balfour. Exactement. Et donc, il y a ce qu'on appelle le mandat. On va dire à partir du début du mandat britannique en 1917. Voilà. Et donc, c'est le mandat. Et le mandat britannique attribue au peuple juif pour l'instant,
la propriété de ce territoire-là. Okay. Alors d'abord, il y a la Palestine mandataire. Mais le territoire, il est défini à ce moment-là ? Très bien. Alors il y a ce qu'on appelle la Palestine mandataire. Il ne faut pas parler de Palestine en général parce que le mot Palestine, si jamais vous l'utilisez avec des archéologues, des historiens ou bien au niveau politique, sont deux choses différentes. Donc on va parler de la Palestine mandataire. La Palestine mandataire, en 1922, elle est constituée du territoire d'Israël et de la Jordanie. Okay. L'article 25 du mandat a été demandé par les Anglais et de pouvoir disposer à discrétion du futur de ce territoire-là qui est à l'est du Jourdain. Et donc, tout ce qui est à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire dans la partie Israël, il était livré à un peuplement intense, dense, juif, alors que la partie qui était à l'ouest, eh bien, les Anglais ont demandé aux autorités, à la Société des Nations de l'époque, qui constituait le droit international, la possibilité de ne pas exercer ce droit-là. Et ça a été accordé. D'accord. Et c'est comme ça qu'a été créée la Transjordanie. Et c'est comme ça qu'a été d'abord l'émirat de Transjordanie, puis le royaume hachémite de Jordanie. Okay. Alors, concrètement, la ligne verte, cette ligne verte, elle a été formée de facto, elle existait parce qu'elle marquait la frontière entre déterminée au moment des accords de Rhodes de 49 entre le territoire israélien qui a été conquis par les Israéliens pendant la guerre d'indépendance, c'est-à-dire plus que la partie qui avait été accordée par le plan de partage de l'ONU à l'État juif et ce qui n'a pas été conquis à ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 48, il y a un changement il y a un changement de statut. Alors, au niveau statut, il n'y a pas du tout de changement. C'est ça ce qu'il faut vraiment intégrer, comprendre ce qui se passe. Le mandat attribue au peuple juif et à ses héritiers, c'est-à-dire l'agence juive puis l'État d'Israël, la souveraineté sur le territoire du mandat de Palestine qui se trouve à l'ouest du Jourdain. Ça veut dire que tout ce qui est à l'ouest du Jourdain appartient aux Juifs, à l'agence juive, puis à l'État d'Israël. Ça, c'est quelque chose d'important. En 1948, lorsqu'il y a la guerre d'indépendance, la Jordanie traverse le Jourdain, va conquérir des territoires en dehors de sa frontière internationale. Donc elle n'a absolument rien à faire. Si jamais on applique le principe très important de l'inadmissibilité de la conquête territoriale par la force, eh bien, il faut l'appliquer des deux côtés. Voilà, exactement. Pas seulement du côté israélien, du côté jordanien. Donc les Jordaniens n'ont absolument rien à faire. Pendant la guerre d'indépendance, parce qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent de ce qui s'est passé du côté israélien, mais du côté, on va dire, jordanien, pour être exact, il y a eu aussi une conquête de territoire. Il y a eu conquête, et c'est flagrant. Et donc les Jordaniens n'ont absolument rien à faire. Au-delà de la frontière. La frontière internationale c'est celle d'aujourd'hui et c'est le Jourdain. Et dans les accords de paix entre Israël et la Jordanie, il fait référence à la frontière internationale du mandat. C'est ça. D'accord ? Donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est la ligne verte ? La ligne verte, c'est des lignes de cessez-le-feu, des lignes d'armistice. Elles n'ont absolument aucune valeur légale. Sur le plan du droit international. On parle du légal, si on parle de légalité, on parle de droit international. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la chose politique et la chose légale. Ok. Alors non, parce qu'on va parler de choses légales dans le cas précis, parce que c'est important de savoir, parce qu'on a toujours l'impression... On confond tout. On confond tout et on a toujours l'impression, et c'est une question qui n'est pas suffisamment sur le devant de la scène, c'est que les Israéliens, en 67, ont conquis la Judée et la Samarie, on va dire. On ne va pas commencer à parler de sémantique à ce niveau-là, mais on va dire qu'ils ont conquis la Judée et la Samarie en 67. Et ils sont pourtant considérés comme facteurs occupants. Alors, comment on en est arrivé là, alors qu'apparemment, d'après le droit international, ces territoires n'appartenaient à personne, puisqu'ils étaient gérés par la Jordanie pendant 19 ans, mais ils n'appartenaient pas, ils n'étaient pas des territoires souverains. Et de l'autre côté, même sur le plan déclenchement de la guerre des 6 jours, on reconnaît que, et dites-moi si je me trompe, que au niveau du droit international, eh bien, l'Égypte a provoqué, on va dire, le conflit en fermant le détroit de Tiran. C'était une sorte de casus belli. Et donc Israël a réagi, même s'il a tiré les premiers, comme dirait De Gaulle. Israël a tiré le premier, mais déjà il y avait eu un casus belli. Donc comment on en est arrivé à façonner au cours des 50 dernières années ce statut de territoire occupé pour la Judée et la Samarie et ce statut de ligne verte? Très bien. Alors il faut... Il y a un début à cette histoire-là. Et le but de cette histoire, c'est le plan de partition. Le plan de partition a été une recommandation qui a été faite par l'Assemblée générale. Et il faut savoir qu'en termes de droit international, les recommandations de l'Assemblée générale n'ont absolument aucune valeur légale. Ce sont des recommandations strictement politiques. Oui. Et ce qui se passe,
c'est que les gens ont confondu le droit et la politique, et ils ont dit, ben voilà, il y a des disputes entre les Juifs et les Arabes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la poire en deux, et on va donner aux Arabes un morceau, aux Juifs un morceau. D'accord. Et donc sur cette base-là, aujourd'hui, si jamais on parle de territoire occupé ou quoi que ce soit, c'est en référence à cette résolution du plan de partition, qui n'a aucune valeur légale. Je le comprends. Alors, parce qu'il faut qu'on avance, et notre temps est relativement court. Aujourd'hui, quelle est l'initiative ? Il y a une initiative, il y a une volonté d'essayer de remettre, on va dire, les pendules à l'heure et d'essayer de ramener le débat sur un plan juridique et faire en sorte que on reconnaisse, même sur le plan international, que les territoires de Judée et de Samarie n'ont jamais été souverains et n'ont jamais appartenu à une autre entité étatique que l'État d'Israël. Alors, c'est important de souligner, c'est ce que vous mentionnez dans votre éditorial, qui, comme je le disais tout à l'heure, est paru dans le Times of Israel il y a quelques jours. C'est un argumentaire qui a été avancé il y a quelques années par un juge de la Cour suprême, le juge Edmond Lévy, avec de manière très détaillée et en réponse, on va dire, à une demande, une sollicitation d'Ariel Sharon auprès de Talia Sasson en 2005, qui avait demandé à Talia Sasson, qui, on va dire, est une juriste connue pour ses positions d'extrême gauche, puisqu'elle a été la présidente du Keren HaHadasha, sur le statut justement des territoires. Le juge Edmond Lévy, juge de la Cour suprême, a clairement statué qu'il n'y avait pas de possibilité d'occupation du point de vue du droit par Israël, puisque ces territoires n'avaient jamais été souverains. Vous reposez sur cette même argument. Les arguments du rapport Lévy sont absolument clairs et évidents. Je vais vous l'articuler de manière très très rapide. Israël reçoit le mandat. Donc ça veut dire qu'il peut exercer sa souveraineté sur tout le territoire. Maintenant, il y a une force qui vient qui l'empêche d'exercer sa souveraineté. Il y a un principe en droit international coutumier qui est appliqué à plein de disputes territoriales et qui est la chose suivante, et qui a été appliqué par exemple à l'Algérie. Lorsqu'on a une colonie, lorsqu'on a une nouvelle entité qui se crée, elle exerce sa souveraineté sur l'ancien territoire. Israël est le seul pays qui est créé sur le mandat, et donc, avec le principe latin qui s'appelle uti possidetis iuris, qui veut dire qu'on va garder le même territoire au nouvel État par rapport aux colonies, oui. Même limite administrative. Et donc, le seul pays qui a été créé, c'est Israël. Donc, Israël a toutes les prétentions légales d'exercer sa souveraineté sur tout ce territoire, c'est-à-dire compris Jérusalem, compris la Judée, Samarie. Et ça, c'est le droit. Lorsque on veut opposer quelque chose à Israël, par exemple, la résolution du Conseil de sécurité, la 2334 de décembre 2016, oui. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, tout ce que fait Israël, le territoire palestinien occupé, est une infraction flagrante selon le droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à une paix durable et globale. Donc on mêle des arguments légaux et un argument politique. Et en fait, donc là, il faut être clair. Pourquoi pour résumer les choses. Pourquoi avancer un argument politique si jamais l'argument légal est fort ? Les gens savent très bien qu'au niveau légal, il n'y a aucune base à cette argumentation légale. C'est la raison pour laquelle ils amènent une argumentation politique. C'est un petit peu la feuille de vigne. Là, pour résumer, parce qu'on est obligé de terminer, pour résumer, on peut dire que si aujourd'hui on parle de territoire occupé pour la Judée et de la Samarie, c'est avant tout parce que, on va dire, la politique a dominé le droit. Tout à fait. Et parce qu'on a fait un mélange entre le droit et la politique. Mais si l'on devait se référer au droit, eh bien, ces territoires ne peuvent en aucun cas être considérés comme des territoires occupés. Ils ont été pris, on va dire, conquis par Israël en 1967 dans le cadre d'un conflit tout à fait légal. Et il n'y a pas besoin, il n'y aurait même pas besoin de les annexer dans l'absolu. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que dans l'absolu, ils appartiennent de facto à l'État d'Israël. Voilà. Au niveau du droit international. Et si on ne l'a pas fait, c'est parce que, il y avait des intérêts politiques, régionaux et internationaux à ne pas le faire. Tout à fait. Et on peut même poser la question très simple.
quelle est la prétention légale d'une entité arabe quelconque sur Jérusalem? C'est pas parce que des Arabes vivent sur place que ça a nécessairement créé un droit. Alors on va pas rentrer peut-être sur le dossier de Jérusalem, parce que c'est peut-être le même problème, mais c'est aussi un autre angle de ce dossier. Mais en tout cas, c'est très intéressant de ce que vous nous avez dit. Juste un mot en une minute. Comment faire passer ce message? Comment vous, des gens comme vous, des juristes, peuvent faire passer ce message? Et est-ce que vous avez l'impression que ce message a une chance d'être entendu? Parce que ce message que vous véhiculez, comme je le disais, c'est celui du juge Edmond Lévy. Et le rapport du juge Edmond Lévy, il est quelque part dans un tiroir. Personne ne s'en préoccupe. Pas même le gouvernement de la droite israélienne de Benyamin Netanyahou, qui l'a jamais mis en avant. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en œuvre? Parce que ça pose un problème politique. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a la chose égale et la chose politique. Ouais, d'accord. Au niveau légal, la chose est absolument claire. Mais après, mettre en œuvre la chose égale pose des problèmes au niveau politique. La chose est excessivement simple. Et donc, même l'intérêt d'Israël, ça serait de redresser le débat autour de l'aspect juridique. Voilà. Et donc, étant donné que les gens viennent avec des arguments légaux, eh bien, il faut utiliser cet argument légal. Et d'ailleurs, le 11 novembre de l'année dernière, il y a eu une grande première au niveau mondial par rapport à Israël. Israël, pour la première fois, a exercé ses prétentions au niveau du Parlement européen. Oui. Le directeur général du ministère de Jérusalem et de l'héritage juif est allé au Parlement européen et a dit « Regardez, voici les arguments légaux qui sont en notre faveur ». Et les gens étaient absolument sidérés, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Et donc ce qu'il faut faire, et c'est ça l'effort dans lequel je m'inscris, il faut créer une structure, et pas seulement ça, mais il faut créer une masse critique de gens qui remettent l'argument légal à l'endroit où il est. D'accord. On a bien compris, on l'a bien compris. En tout cas, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent mieux comprendre le dossier, il leur suffit de consulter le site Times of Israel et votre éditorial, en tout cas votre analyse et cet article très détaillé, historique, donc sur le statut de la Judée et de la Samarie. Merci encore une fois. Je voudrais juste encore rajouter un seul mot. Les gens qui sont intéressés par avoir une lecture approfondie sur ce thème-là, qu'ils aillent sur un site internet de Think, THINC.info, et ils trouveront toute l'information nécessaire. Alors, c'est en anglais. J'ai maintenant terminé la traduction en français et elle sera disponible dans peu de temps. Eh bien, merci Shaul Shmoukler d'avoir attiré notre attention sur ce dossier extrêmement important, on va dire, qui est au cœur du conflit israélo-palestinien. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu ce matin dans notre studio. Israélo-arabe. Pas israélo-palestinien. Israélo-arabe. Et c'est important de le répéter. Merci beaucoup, Shaul Shmoukler.